Allô, bienvenue à notre premier épisode de podcast hors-jeu à Andal. Euh, Ce podcast se veut une discussion entre des gens dans l'équipe d'organisation d'Ondeval, des Terres d'Ondeval, un grandeur nature qui arrive à Val-Bélair. Euh, et aujourd'hui, je suis accompagné de Zachary Beaupré et William Leclerc. Zach, veux-tu dire c'est quoi ton expérience dans le monde du jeu de rôle, grandeur nature et autres? Je fais du sur-table depuis maintenant plusieurs années. Ça doit faire un 7-8 ans facile. Du GN, je suis un peu plus nouveau en Deval. J'en fais depuis 2019. Et l'année passée, j'ai rejoint l'équipe d'animation pour la saison 8-23, la transition 8-22 à 8-23. Zach, qui était un de nos joueurs étoiles, alors qui m'a demandé est-ce que je devrais rejoindre l'équipe. Je lui ai dit non, je veux que tu restes joueur parce que j'ai trop de fun, que tu sois un joueur, puis finalement il a décidé de passer du côté sombre. Quel échoue. Et William? Boy, ça remonte jusqu'en 2014 que j'ai rejoint Ondeval. Euh, Avant ça, j'ai l'expérience en tant que DM depuis, ça fait maintenant 12 ans, mon âge vénérable de 24 ans. Euh, Boomer. Wow. fait du GN depuis ce temps-là à plus de places possible, mais surtout Ondeval. Et j'ai rejoint l'équipe d'organisation en fin 2019 Mhm. aussi, après plusieurs personnages en tant que joueur. Et j'y suis depuis. Yes. William qui est organisateur avec moi et Zachary qui est scénariste. Moi ça Lowly fait scénariste. le seul. Non, on est plusieurs quand même. Moi, ça fait 10 ans que je suis allé à Ondeval. J'ai starté à 18 ans. De faire 15 ans que je fais du sur-table, comme Donjon Dragon et Pathfinder. Euh, Puis je suis aussi un concepteur de jeux vidéo dans ma vie de tous les jours. Fait que j'aime vraiment ça, les jeux. Yes! Regarde-le qui flex. Ouais! Quand même. Faut prendre l'opportunité pour flexer, mais je vous flex aussi, fait que c'est correct. Bien sûr. Euh, Cool. Fait que nos sujets aujourd'hui, je sais pas si on va réussir à passer au travers. On va essayer de garder ça dans un time frame raisonnable. On va s'arrêter après probablement une heure. On avait nos sujets de discussion, des backgrounds, le roleplay et l'immersion, le metagaming, les feedbacks, les villages et zones et le nombre de GN par saison. On va essayer de passer au travers. Le premier succulent sujet est les backgrounds. Donc, petite introduction, là. Un background, dans le fond, nos joueurs, avant de créer leur personnage et de le jouer pour la première fois à leur premier GN, on leur demande de faire un background. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire un background, mais un background, c'est vraiment bénéfique pour vous et nous. Un background, essentiellement, c'est vous écrivez l'histoire de votre personnage avant qu'il arrive au GN. Euh, Puis vous nous envoyez ça. On vous donne un petit bonus d'XP. Puis ça a toutes sortes de bénéfices. Par exemple, ça nous informe sur qu'est-ce que votre personnage désire, d'où il vient. Y a-tu des gens dans son background qu'on peut torturer, je veux dire, introduire dans le GN? Puis on peut faire des quêtes à rapport avec votre background, on peut s'en inspirer, on peut rentrer ça dans le lore, on peut faire toutes sortes d'affaires vraiment incroyables. Vous avez-tu des pensées sur les backgrounds, les bons et mauvais backgrounds? C'est quoi vos tips, gang, pour faire des bons et mauvais backgrounds? Moi, j'en ai beaucoup, là. J'ai beaucoup d'expérience à ce sujet-là. En termes de background, je pense que la règle numéro un, c'est de garder ça court. Euh, Ce qui est peut-être un avis controversé. J'ai définitivement écrit et planifié plusieurs personnages qui ont des backgrounds très extensifs, mais qui auraient pu définitivement être résumés à une page grand maximum, là. Je pense que l'essentiel de background, c'est de donner un peu un aperçu pour le joueur, là. Ça aide à, je vais dire, donner de la structure au personnage. Tu sais, ça aide à placer un peu les ambitions, à dire, ben, mon guerrier qui vient du désert, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut se rendre jusque dans des grandes villes, explorer? Est-ce qu'il y a une quête de vengeance spécifique, un objectif à affronter dans sa vie? Est-ce qu'il veut parcourir le continent? Ça aide à placer des objectifs un peu plus clairs sur qu'est-ce que tu veux faire avec ton personnage, quel genre d'histoire tu veux essayer de raconter. Puis, juste pour le joueur qui l'écrit, ça aide un peu à le placer. Maintenant, pour nous, c'est un outil pour avoir un peu un aperçu de quoi nos personnages vont ressembler pendant l'année.
si on reçoit, je vais dire, 30 backgrounds de voleurs des grandes cités, ben, on sait qu'on va avoir une répartition de joueurs qui va être peut-être plus naturellement orientée vers les tendances du mal, peut-être qu'il va y avoir euh, des gens qui seront plus intéressés vers des quêtes de voleurs, tout simplement. Puis ça nous permet de planifier un peu une distribution du contenu par rapport à ça. Ouais, on va Si dire. du jour au lendemain, on reçoit 50 backgrounds de mages, ça se peut qu'on voit un peu l'histoire différemment en fonction de qu'on va faire face. Mhm. J'ai pas hâte de voir le jour où est-ce qu'on va avoir 50 backgrounds de mages. On va dire qu'il y a des backgrounds qui reviennent plus souvent que d'autres, là. C'est vrai. Il y a des Ah, tendances dans le monde du oui, jeu de rôle. absolument. C'est une excellente exposition pour le fond. Au niveau de la forme de comment écrire un background, c'est aussi pertinent. Puis c'est surtout pertinent pour nous, l'équipe d'animation. Ça peut vous aider à vous structurer un peu mieux aussi. Mais personnellement, moi, quand j'écris un background, j'aime ça avoir, on va dire, le côté narratif, donc plus l'histoire que je vais raconter. Puis j'inclus toujours aussi une liste bullet points. Une liste de référentiel rapide, on va dire ça comme ça. Parce que nous, ultimement, si on a une centaine de joueurs, on lit tous les backgrounds à 100%. Par contre, des fois, on a besoin de références rapides. Donc, cette liste bullet points-là nous aide beaucoup, beaucoup personnellement et vous-même peut vous aider justement à mettre plus de structure Je vais dans aller les plus backgrounds. loin. Je vais ajouter à ce que tu viens de dire, Zach, là, puis je vais dire des choses drastiques, là. Moi, je décide maintenant que le podcast Orgeat Andal, ça va être l'endroit où il y a des hot takes. Euh, je l'ai dit plusieurs fois par le passé, puis je vais continuer de le dire. Si ton background fait plus qu'une page, les chances que je les lise descendent drastiquement proche du 0%. Je- Euh, J'ai un contre-argument. T'es un boomer. Fait que, ça, c'est connu depuis Argument longtemps. accepté. Assurez-vous, c'est pas toute l'équipe d'animation qui est comme ça. Je pense qu'un 5 pages maximum, c'est un bon range de max. Mais comme je dis, la liste bullet points, peu importe la longueur, va aider à ce qu'il y ait des boomers comme Christian puissent être en mesure de lire le background. Vous avez plus de chances d'avoir des quests et du contenu personnalisé pour vous dans ce temps-là. Je Il y a pense deux que aspects. Un des trucs, au niveau des bullet points, là, je pense que c'est probablement essentiel dans un background. Juste au début, si le background fait comme une page, tout va bien, là. Mais si ton background fait comme 3, 4 pages, puis il y a plusieurs dizaines d'événements, d'avoir des bullet points au début du background, de dire, hey, en grande ligne, mon personnage, c'est ça, puis après ça, c'est son histoire. Euh, si vous faites pas de bullet point pour les plus gros backgrounds, nous, on va en faire de notre bord. C'est inévitable. Juste pour avoir en tête, ben, elle est vraiment cool cette histoire-là de 5 pages. Mais si on a une histoire de 5 pages pour 80 joueurs, on s'en rappellera jamais, puis on pourra pas l'utiliser. Fait que nous, exact. de notre côté, la stratégie, c'est on se fait nous-mêmes des bullet points de c'est quoi le personnage, c'est quoi ses ambitions, avec qui il va interagir, avec quel genre d'univers il va rencontrer, quel genre d'univers il amène. Puis on fait une partie de ce job-là de notre côté, finalement. Ouais. C'est la première chose que je fais quand il y a un plus long background, là. Même si je dis que je les lis pas, là, souvent je les lis, mais je finis par les résumer à comme 6 bullet points que je vais toujours retourner à ces 6 bullet points là quand on a l'équipe d'organisation et de scénaristes, on a des rencontres périodiquement avant les GN pour préparer les GN. Puis tu sais, de temps en temps, on va comme avoir un flash. Hey, il me semble qu'il y avait un joueur qui avait un background en rapport à ça. Tu sais, on pourrait comme Donner des indices, donner des pièces de quête. rafistoler Ah, de il y a quoi tel avec joueur ça. qui vient de telle place. Ah, il y a un événement qui va se passer là. Mhm. Parfait, on relie les deux, ship ça. C'est parti. Tu sais, dans le feu de l'action, ou tu sais, dans une rencontre qui dure généralement juste 2-3 heures, je vais pas retourner lire ton background, là. Je vais juste aller voir les quelques bullet points. Mais moi, ça, je pense que ça serait cool de dire spécifiquement c'est quoi que tu devrais mettre dans ces bullet points-là. Pour moi, ce qui est important dans un background, c'est pas nécessairement la figure de style ou à quel point c'est bien écrit. C'est l'ambition du personnage. Pourquoi il est là. Puis des fois, il faut faire une distinction entre qu'est-ce que le personnage pense qu'il veut puis qu'est-ce que le personnage a vraiment besoin, là. Mhm. Puis quoi d'autre d'intéressant, de pertinent à dire? Des personnages de ton background qu'on pourrait utiliser. Je pense que pour moi, c'est comme les 5 choses qui viennent en tête le plus vite que je vais chercher dans ton background. Mhm. Pour enchérir là-dessus, moi,
l'âge, la race, la classe du personnage. Déjà, juste ces 3 informations-là, ça vient beaucoup, beaucoup nous amener. Des fois, on a un background puis on sait même pas qu'est-ce que la personnage est capable de faire. Ça devient plus difficile. Fait que déjà, ces informations-là, très de base, viennent beaucoup, beaucoup nous aider en bout de ligne également. Il y a un truc que ça m'a amené, de ce que ton personnage peut faire. Les backgrounds des personnages, ça va être des personnages qui vont venir niveau 1 au GN. Mhm. Dans un univers fantastique qui est inspiré des Donjons Dragons de ce monde, qui est inspiré du style de high fantasy généralement, un personnage niveau 1, ça n'a pas la force de tuer des démons, de faire face à des armées entières à tout seul. Il y a un niveau de force, c'est vague, là, c'est très très flou, c'est rarement défini en tant que tel, mais un personnage niveau 1, généralement, aura pas une importance qui va être capitale dans l'univers. Mhm. Peut-être qu'il va en avoir une qui va être sociale, qui va être par des circonstances, mettons dans un... Si ton personnage fait partie d'une tribu qui est très serrée, puis cette tribu-là a une renommée dans la région, peut-être que juste en faisant partie de cette tribu-là, sans être nécessairement un personnage qui peut faire déplacer des montagnes, qui peut détruire des démons avec un coup de poing, Mhm. cette personne-là, juste en étant associée à ce groupe-là, peut-être va avoir une renommée ou quelque chose qui va le rendre unique, qui va le démarquer dans le reste du monde. Mais il y a un aspect avec un personnage niveau 1 où faut pas que ça soit quelqu'un qui a déjà fini son périple. Ouais. Mhm. Ça, Je- sans nécessairement... Tu sais, des fois, il y a des histoires de personnages où, à la fin du background, c'est comme s'il avait accompli toutes ses quêtes, puis il était quelqu'un de complet, comblé, et tout va bien. Ouais. C'est difficile de faire, et c'est pas impossible, mais c'est plus difficile de faire un personnage qui s'en va quelque part, qui se développe encore, et ou qui commence niveau 1 avec ce genre d'expérience-là. Mhm. Généralement, les aventuriers ne sont pas des gens accomplis, heureux, sans déficit, sans trauma. Ça arrive absolument, mais C'est c'est ça. dangereux. Le gros risque, la pire chose qui peut t'arriver dans un GN, ben non, il y a probablement des choses pires que ça, là, mais une des pires choses qui peut t'arriver en GN, c'est t'emmerder. Puis une des Mhm. manières les plus rapides et efficaces de t'emmerder, c'est de faire un personnage qui a pas d'ambition. Donc un personnage qui se sent déjà accompli, là, c'est un non. Vraiment un non, là. Quelque chose que tu as dit, William. Ah oui, William a mentionné tu sais, des gens qui sont niveau 1 puis qui ont tué des démons puis qui ont affronté des armées. C'est pas une exagération. On a eu plusieurs backgrounds avec ce genre d'introduction-là. Donc, c'est vraiment pas de l'exagération. Là, fait que Mhm. prenez-le au sérieux. Une autre affaire qu'on a mis dans nos règlements, dans nos guidelines, nos lignes directrices de comment faire un bon background, c'était de respecter les limites du bac à sable. Ce qui est un peu flou comme concept, là, fait qu'on peut le définir un peu. Là. Il me semble que c'était Stéphane qui avait utilisé cette métaphore-là que j'aimais bien. Dans l'univers Tondeval, ou n'importe quelle grandeur nature, n'importe quelle sur table comme Donjon Dragon, est un gros bac à sable où est-ce que les animateurs ou le maître de donjon façonnent à leur manière l'univers. Puis les joueurs aussi ont un certain rôle à jouer, mais leur bac à sable est plus petit, il est plus restreint. Euh, Ça reste que tu sais, c'est plus les scénaristes qui ont le dernier mot sur qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce qui se passe, les grandes lignes de qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous inventer un petit village ou de vous inventer une tribu ou d'avoir une religion particulière ou d'avoir certaines coutumes ou de faire des petits ajouts au lore. Plus que vous pensez que ce que vous voulez ajouter à l'univers est comme osé, plus que vous devriez penser à nous en parler. Tu sais, il n'y a pas une limite définie de genre, ok, tu as le droit à un village de 50 personnes, 51 c'est pas correct. Tu sais, il n'y a pas de limite définie, c'est vraiment comme, si tu as l'impression, ah, j'ai une idée de background vraiment cool, mais je sais pas si ça va fitter ou je sais pas si c'est trop ou si ça Dans le conflit. doute, nous écrire. Exact. Rendu là, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui auraient pu être réglées avec soit un courriel, soit un message à n'importe quelle organisation où Mhm. hey, j'ai une idée vraiment sympathique, je veux avoir comme un bataillon armé qui vient de tel village, puis je sais pas à quel point ça pourrait exister dans le monde,
Est-ce qu'il y a déjà des bataillons qui existent? Est-ce qu'on pourrait avoir fait telle chose? Est-ce qu'il y a des guerres dans le passé, etc. Ce genre de discussion-là, nous, on est ultra ouvert à des agrégations de même. Mais d'apprendre au fil des backgrounds des choses sur notre univers que nous, on connaissait même pas, qui sont gigantesques ou qui peuvent altérer l'univers en entier. Des fois, c'est particulier. C'est particulier de recevoir ce genre de background. Ouais, des dieux qui ont affronté d'autres dieux qu'on n'était pas Ah au oui, courant, là. ah oui. Des mariages entre des dieux qu'on n'était pas au courant. Mhm. Absolument. Pour continuer sur ce point-là, de venir nous discuter, aussi, ça a le potentiel de nous permettre de plus vous incorporer dans ce que j'appelle la toile narrative. Par exemple, il y a un concept que vous pourriez nous apporter qui est très, très, très semblable à un concept déjà existant. Des fois, c'est possible d'unifier les deux. Donc, vous profitez de notre lore qui est déjà tout construit, puis en plus, vous pouvez ajouter votre touche personnelle. Donc, dans le doute, c'est toujours, toujours, toujours une bonne idée de venir écrire à l'équipe d'animation, les scénaristes plus spécifiquement, et après ça, nous, on va pouvoir vous aider là-dedans. On va en parler entre scénaristes même, donc on va vraiment pouvoir venir mettre de la chair par-dessus l'os. Vous pouvez C'est nous déjà écrire- arrivé à plusieurs. Un petit peu. Juste parce que Zachary a mentionné, vous pouvez nous écrire, là. Vous pouvez nous écrire un email à ondeval@hotmail.com. Sinon, si vous voulez vraiment pas écrire un email, vous pouvez nous envoyer un message privé sur Facebook / Messenger, la page Les Terres d'Ondeval. Par Sinon, Discord. sinon, vous pouvez nous écrire sur Discord dans un channel privé idéalement, puis on va s'arranger. Tu disais, Absolument. Will? Ah, tu me fais pas ton idée, c'était tellement bien placé comme. Parler. Sorry. Non, et dans. Il y a un élément de background qui. Je pense que c'était l'année passée ou l'autre d'avant, où il y avait des joueurs qui nous envoyaient des backgrounds, puis. Tu sais, c'était des backgrounds qui, sans eux le savoir, s'intégraient directement dans la trame principale. Puis nous, le lien après ça est très facile à faire. Juste, il y a un gros grabuge autour de telle famille noble. Ah, tu veux venir d'une famille noble de telle place? On va faire une connexion. Tout. Puis après ça, ben, la quête implique des gens beaucoup plus personnellement. Puis il vient les chercher, les intègre comme à la trame narrative. Yes. Avec une profondeur qui est plus accrue puis qui est plus personnelle. Ça, c'est toujours un plus, ça, quand c'est une Absolument. histoire principale. J'ai un autre point à amener. Une frustration qu'on a vécue par le passé, puis qu'on va probablement revivre dans le futur, c'est souvent les joueurs vont pas écrire leur background quand ils vont commencer le personnage, puis c'est correct. Vous avez le droit de jouer un personnage sans faire votre background. Puis des fois, le background va venir plus tard. Tu sais, des fois, ça prend une game ou deux avant de comme découvrir qu'est-ce que j'aime jouer, comment est-ce que je veux jouer mon bonhomme, puis tu sais, Mhm. de quoi il a l'air, comment est-ce qu'il joue. Puis là, à un moment donné, t'as comme une bonne idée, ok, c'est ça mon background, puis vous l'envoyez, puis c'est vraiment cool. Le problème vient quand faut pas se créer des attentes par rapport au background. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez envoyé votre background le jeudi avant le GN qu'on va l'avoir tout lu, discuté et implémenté dans la trame. Puis même que des fois, tu sais, c'est triste ce que je veux dire, mais tu sais, parfois, il y a des joueurs qui nous envoient des backgrounds qui sont vraiment cool, qu'on aime, mais qui s'intègrent juste pas bien à la trame en ce moment. Fait que des fois, ça prend quasiment une saison avant qu'il y ait des manifestations de votre background. Des fois, ça arrive jamais. C'est la triste réalité. Mais c'est ça. Fait, pour être safe, ce que je dirais, c'est comme de ne pas se faire trop d'attentes en rapport avec le background. Tu sais, oui, vous nous l'envoyez pour qu'on essaie de l'implémenter dans le jeu, mais c'est aussi pour vous. Comme Zach il disait au début, tu sais, c'est pour donner puis Will aussi, je pense qu'il l'a dit, c'est pour donner de la structure à votre personnage. Tu sais, des fois, juste écrire un background, c'est juste un bon exercice à faire pour soi-même. Là. Mhm. Pour se donner une idée de comment est-ce qu'on veut jouer le bonhomme. Absolument. J'ai un aparté à faire. Si Vas-y. dans votre background, vous écrivez que vous êtes recherché par la loi, nous, on va le prendre à la lettre. Je sais pas quelle étendue de GN, ou s'il y a d'autres GN qui font ça à ce point-là, mais si pour votre personnage, c'est important que il y a eu des altercations avec la loi, que sur un territoire vous êtes recherché, que vous avez commis des crimes, qu'il y a des gens il y a des factions ou des individus dans l'univers qui veulent vous blâmer pour ça, on va le faire. On est partant pour ça. Mhm.
Absolument. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça nous amène, je pense, un peu au point suivant, qui est le roleplay et l'immersion. J'ai mis les deux points ensemble un petit peu avec un concept qu'on appelle jouer pour perdre. Euh, c'est un concept vraiment que moi, personnellement, je trouve vraiment intéressant. On va dire que l'instinct général de base, c'est de vouloir gagner. On joue à un jeu, on veut gagner, naturellement. Par contre, Krill l'a mentionné tantôt, quelqu'un qui est accompli, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas rien, c'est la façon la plus rapide d'avoir un mauvais GN parce qu'on s'ennuie. Donnez-vous des désavantages. Je dis pas que vous soyez aveugle, sourd, muet là. Vous allez avoir un personnage qui est très difficile à jouer. Par contre, des petits désavantages. Vous êtes un personnage qui est en vieillesse, donc plus de difficultés à se mobiliser, des choses comme ça. Ça va venir beaucoup aider l'immersion des gens autour de vous et de vous-même. Et comme je dis, vous allez toujours avoir quelque chose à faire, même si vous n'êtes pas en train d'activement gagner le GN, comme on dit. Un des points les plus importants dans la création d'un personnage, je pense que c'est d'intégrer des faiblesses, des talons d'Achille, d'Achille. Je pense à ça. On dit les mêmes mots. On parle pour parler. Des faiblesses comme des faiblesses à exploiter. Si ton personnage est trop parfait, il y a beaucoup d'altercations qui vont se résoudre peut-être de façon moins satisfaisante ou qui feront que ton personnage va pas vraiment changer. S'il n'y a pas de drive pour faire changer ton personnage, ça se passera pas. Tu vas rester statique, puis tu veux pas nécessairement avoir ça. Dans le contexte d'un géant, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de personnage, des gens qui évoluent de gens qui sont plus timides vers un personnage qui est plus... Puis, pour la timidité, c'est un aparté aussi, mais personnage et joueur. Il y a des gens qui apprennent à être très éloquents au fur et à mesure du GN, qui commencent très timides, puis qui finissent par mener des bataillons contre des hordes de créatures. Puis ça, c'est toujours incroyable à voir. Mm-hmm. Mais pour revenir à personnage, de voir des personnages évoluer dans le contexte du GN, c'est, je pense, une des choses les plus merveilleuses de cet art-là. Autant pour le joueur que pour l'équipe d'animation. Puis aussi, ça vient mettre des cordes à votre arc, mais au nôtre aussi. Par exemple, si votre personnage était pour se faire attaquer, est-ce que vous préférez juste que ce soit du tapochage classique de on va vous avoir à force de vous frapper dessus, ou scénaristiquement, on a exploité la faiblesse qui est unique à votre personnage, vous êtes vulnérable à l'eau bénite pour dire quelque chose, ça va faire une scène beaucoup plus scénaristique à ce moment-là. For sure. J'ai un spicy, un ingrédient épicé. Y a-tu des points sur lesquels nous trois ici dans le Discord channel qu'on n'est pas d'accord sur les backgrounds ou le roleplay et l'immersion? Parce que c'est Qu'on n'est cool, pas d'accord entre nous. entre nous trois. Parce que c'est cool, c'est cool parce qu'on parle à nos potentiels. Des fois, un long background, c'est intéressant. Je regarde Cree, là. Élabore. Il y a des histoires qui sont difficilement racontables par une seule page. Mm-hmm. Puis des fois, il y a un niveau de détail que j'apprécie avoir sur plusieurs pages. Dans le fond, il existe des concepts que s'il n'y a pas suffisamment de détails, il est pas. Ouais. Je pense au moment où tu veux faire du world building partiel dans ton background, où tu veux inventer un village qui a peut-être une culture différente, tu veux créer un groupe, une tribu, une secte qui a des traditions, des particularités qui sont assez différentes pour que tu aies besoin de les détailler ou que ça va influencer ton histoire. Je préfère le savoir en plus grand détail pour que si jamais tu rencontres d'autres gens dans la tribu ou qu'il y a une quête que nous on écrit après ça qui dit ben écoute, tu faisais partie d'une secte particulière de ton dieu, peut-être qu'il y a d'autres gens de cette secte-là qui sont en désaccord avec tes valeurs ou qui viennent sur le terrain pour X, Y, Z raisons, pour réclamer leur foi, pour te recruter, peut-être à nouveau, si tu les as quittés. Il y a beaucoup de jeux qui peuvent se faire avec ce genre de world building partiel-là, là, à l'intérieur de la boîte à sable. Puis, pour cette raison-là, moi, j'aimerais le savoir le plus possible sur ta secte. Qu'est-ce que ton groupe fait? C'est quoi leur culture? C'est quoi leurs habitudes? Ça va nous aider à détailler les personnages que nous, on va jouer. Ça va nous donner des détails sur comment on va le plus possible faire du jeu
incroyable avec ce qu'on va faire, tu sais, au niveau plus personnel. Là. Ce que ça me fait penser, c'est... ça fait naître dans ma tête une idée de bonne longueur versus mauvaise longueur. Je pense que j'ai des PTSD de background long pour les mauvaises raisons. Mhm. Sans nommer de nom. Il y a des backgrounds que nous trois on a lus que c'était pas justifié la longueur. Des backgrounds que tu aurais pu effacer les 14 premières pages, puis ça aurait pas fait de différence. Savoir des détails sur la culture de la tribu d'où tu viens, des interactions avec des PNJ clés qui pourraient revenir dans le jeu, des traumatismes de ton personnage, des détails de choses que t'aimes ou que t'aimes pas. Ça, je pense que ça a sa place. Définitivement, comme Zach avait dit, les bullet points en haut puis les détails en bas, ça c'est sûr. Mais il y a définitivement des mauvaises longueurs. Puis je pense que mon point de douleur, le truc qui vient me chercher le plus, c'est quand que je sens clairement que la personne qui écrit un background comme si c'était un livre. C'est pas un livre. Un background, ça peut être beau. Il y a des gens qui nous envoient des backgrounds qui sont vraiment des bons écrivains. Vraiment meilleurs que moi. Qui font ils ont une très belle syntaxe, une plume très poétique. Mais ça reste qu'un background, à la base, ça a un but. Puis d'écrire un livre, c'est pas ce but-là. De mettre des détails à des endroits où c'est pas nécessaire. De comme d'écrire la scène. D'écrire la scène ou l'ambiance de la scène, c'est cool dans un livre, dans un background, c'est vraiment inutile parce que ça informe rien du tout sur comment ton personnage va agir ou qu'est-ce qui va arriver ou quoi que ce soit. Je vais donner un exemple, puis je vais me permettre de nommer une personne parce que cette personne-là nous connaît et on la respecte et on est en très bons termes. Puis c'est pas un mauvais exemple. Alexandre Desrosiers, un excellent background. La première version de son background, c'était une série de messages dégueux dans Messenger, tout croche, avec des messages de quelqu'un d'autre mélangés au travers. Il nous avait envoyé ça avec les timestamps. C'était un copier-coller avec les heures puis les bugs de Messenger. Le background était incroyable. Ensuite, il nous a écrit une version longue de son background. La version finale, plus belle. C'était les mêmes informations, mais vraiment bien écrit, vraiment beau, avec beaucoup de détails. Mais c'était tous des détails qui faisaient que les scènes étaient belles, mais qui rajoutaient pas des détails qu'on pouvait utiliser. Et pour moi, c'est ce genre de truc-là que personnellement, je suis comme, damn, tu sais, quand ton background était, pour moi, mieux bâti en tant qu'une série de messages de Messenger, pour moi, c'est un signe de genre, c'est la longueur que j'aime pas, moi. C'est un petit peu épicé comme discussion parce que tu sais, devant moi, j'ai les deux extrêmes, là. J'ai Christian puis William. William, c'est des backgrounds de 24 pages. Christian, c'est des demi-pages. Je pense pas. T'as pas de preuve légale sur le 24 mais pages. je pense pas que c'est vrai. Parce que j'ai écrit des longs backgrounds, puis j'ai aimé les longs backgrounds de William. Mais tout ça pour dire que, ultimement, je vois ça comme un engouement. C'est une envie, tu sais, on voit ça comme de l'excitation un petit peu d'avoir un beau background. C'est très applicable selon moi, plus en Donjon Dragon, parce que, par exemple, le DM, le maître du donjon, a 4, 5, 6 joueurs parfois à gérer, tandis que là, on peut en avoir une centaine. Ouais. Fait que je pense que ces backgrounds-là ont leur place. Puis moi, personnellement, je préfère écrire des backgrounds, on va dire, plus narratifs, plus justement comme un livre. Mais en GN, c'est peut-être moins leur place. Ok. Il y a des géants qui font des restrictions beaucoup plus serrées que nous. Là. Oui, absolument. Sans nommer, des fois, les restrictions du GN, c'est si vous voulez nous envoyer un background, c'est une page maximum, ou c'est faites-nous une liste d'objectifs, puis c'est tout ce qu'il va y avoir pour votre personnage. Puis, je veux dire, c'est compréhensible. Là. Pour des GN qui ont 200, 300, 400 personnes, c'est infaisable de faire des quêtes individuelles pour chacun des joueurs. C'est juste un rêve, là, puis ça arrivera pas. Mais pour un GN, j'allais dire un GN à plus petite échelle, on a quand même des 80-90 personnes qui viennent, puis on prend quand même le temps de lire tous les backgrounds, puis d'essayer le plus possible de faire du contenu. Et c'est pas tout le monde qui nous aura des backgrounds, là, c'est certain. Cool, ouais, c'était de la bonne épice. On passe-tu au prochain sujet? Ouais, absolument.
Bon, le hors-jeu Oh qui a Seigneur. gagné le GN. Ok, dans le fond, on va passer. Ça s'appelle Euh, hors-jeu Andal pour une raison, là. ouais. Euh, bon, on va dire Est-ce qu'il y a un GN qui arrive à résoudre le hors-jeu? Hmm. Je pense que c'est un problème qui va toujours être présent, là. C'est. Je pense que c'est humain de vouloir faire du hors-jeu parce que de roleplay activement, ça demande un effort. Même si on est très habitué, même si ça fait 18 ans qu'on fait du sur-table, ça demande un effort conscient. Donc, je comprends pourquoi il peut exister du hors-jeu. Toutefois, il y a des zones appropriées pour le faire. C'est pas Mhm. sur la trail vers Andal que c'est l'idéal parce que des fois, c'est incroyable comme scène. Je pense que c'est Christian qui nous l'avait raconté. Euh, il y a un joueur que dans sa feuille de marque, il nous a décrit une interaction où il a espionné. Il nous a espionné, discuté, puis on n'en a jamais eu conscience que cette personne-là était là. Puis elle a entendu tous nos probos roleplay à ce moment-là, mais du moment qu'on avait commencé à faire du hors-jeu, ça aurait été beaucoup moins intéressant comme scène. Fait que juste de garder un bon niveau de jeu au travers de la durée. Puis si vous avez besoin d'une pause, personne ne vous en vouloir, allez à la cabane, allez prendre le temps de boire, allez vous chercher une monster, quelque chose. Mais sur le terrain, de limiter à ses intérêts. Pas sponsorisé. Pas sponsorisé par Monster. Le... Il y a un truc, il y a un truc à penser à ça, là. C'est que c'est des personnages qu'on joue pendant des heures et des heures. Puis, on peut pas vraiment se comparer à un autre média, tu sais, comme le théâtre, là, où c'est des personnages qui vont être très, très coordonnés. C'est plus de l'impro, généralement, qui va être plus proche de notre média en tant que grandeur nature. Mhm. C'est des personnages où on a une idée principale sur ce qu'ils sont, on a des ambitions, on a des objectifs, des forces, des faiblesses, des relations. Puis le reste, c'est nous qui découvrons au fur et à mesure des scènes, qu'est-ce que ce personnage-là va devenir, comment il va interagir avec le monde, est-ce qu'il va survivre, straight up. Puis c'est un peu des règles similaires que dans de l'impro. Dans de l'impro, c'est des matchs qui durent 5, 10 minutes, 15 minutes au grand maximum. C'était dans une scène où il y a des improvisations plus longues. Nous, c'est des heures. Si on s'attend à jouer un personnage avec des interactions de qualité, à rester dans son esprit pendant des heures et des heures, il y a un moment, à un moment donné, où il va falloir prendre une pause, il va falloir craquer, là. C'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose de faisable de rester en personnage 48 heures straight, aucune pause, aucun arrêt. Mon but, c'est la vengeance. Je vais retrouver mon père, puis je vais le dénoncer à la cour de Mysteria. Un jour, je vais avoir mes ambitions, puis faire ça pendant 48 heures de suite, je pense pas que c'est quelque chose qui soit faisable. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit à plusieurs reprises, moi les GN où est-ce qu'il faut que tu sois tout le temps in-game, c'est non. Je suis pas capable. Parce que, effectivement, à un moment donné, il vient un moment où tu brises, puis il faut que tu te reposes, il faut que tu respires, là. Puis c'est correct. Ce que je dirais, il y a une tendance d'être hors jeu à son campement. Tu sais, souvent, un groupe va avoir un endroit où ils se rassemblent. Puis c'est à ce moment-là que le hors-jeu embarque beaucoup. Mes conseils, c'est fuyez votre campement le plus rapidement possible. Pas que genre, je vous encourage pas à comme pas être avec vos amis, mais c'est juste un endroit qui se prête au hors-jeu naturellement, qu'on le veuille ou Mhm. non. Fait que tu sais, si vous voulez pas avoir de hors-jeu, vous voulez être immersé puis vous voulez rester dans le GN tout le long, restez pas à votre campement. T'sais. Trouvez une raison le plus rapidement possible de se lever puis de partir. Parce Mhm. que c'est là que ça va rembarquer. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs moments dans l'histoire d'Ondeval où le système de jeu se prêtait plus au hors-jeu, Ouais. puis forçait plus le hors-jeu au campement surtout, là. Mhm. Je peux parler du système de forge Ouais. qui prenait un temps abominable avant. Là, ce Mhm. temps-là a beaucoup été réduit dans le système plus moderne. Énormément. Mais dans l'ère où j'étais joueur jadis, où je faisais partie d'une guilde joyeuse de gentilshommes, euh, on a fait 2 ans avec une guilde où il y a beaucoup de gens qui portaient de l'armure, puis juste les temps de réparation où il fallait passer des dizaines de minutes, voire des heures, à Des réparer heures. notre armure après des combats. Si t'es 1h10 dans ton campement à rien faire autre que regarder quelqu'un frapper sur du métal, c'est une C'est scène qui va se prêter plus au hors-jeu que des interactions qui vont être intéressantes et
propice au développement de personnage. Mhm. C'est. Je suis cheval sur ce point-là. Il y a une histoire que Stéphane il raconte ouvertement maintenant. Dans le temps, euh, fabriquer des objets magiques, c'était des heures. Ça pouvait prendre un demi-GN à faire. Il nous racontait qu'il allait dans le bois, commençait son timer, puis faisait ses devoirs de français. Le système Ça, a c'est- été... Le système a été adapté pour que ça soit agréable. On a des événements qui sont plus courts que la majorité des GN. On a beaucoup réduit les temps. Par exemple, faire une concoction, 1 minute à cette heure. Avant, ça pourrait prendre 1 heure et quart faire une potion de dernier niveau. Profitez de ce temps-là qu'on vous donne par le système. Il est là pour ça. On a réduit les temps pour que vous puissiez faire du jeu. Profitez-en. Mhm. Il y a d'autres systèmes, je pense, qui évitent ça comme la peste, là, puis c'est probablement quelque chose qui fait partie du mindset de GN moderne. Brume-Lance, par exemple, pour les concoctions, c'est pas... si ma mémoire est bonne, il n'y a pas une durée de concoction. C'est vraiment comme des ingrédients physiques qu'il faut que tu mélanges. Mhm. Puis le plus rapidement tu es capable de mélanger ces ingrédients physiques, le plus rapidement tu vas avoir ta concoction entre tes mains qui va être utilisable dans le système. Yes. Le autre bénéfice à pas être hors jeu, c'est que les gens vont venir vous voir, là. Oui. Moi, quelqu'un que j'entends parler hors jeu, je vais immédiatement ne pas engager avec cette personne-là. Puis c'est Absolument. pas. Prenez-en note, là, tu sais. On joue, nous trois, là, on joue des PNJ, puis on va peut-être jouer un PNJ qui vient de votre background ou un PNJ que vous vouliez vraiment parler parce que vraiment rapport avec vos ambitions. Puis si vous êtes hors jeu à ce moment-là, sorry, désolé, pas désolé, là, mais on va passer à quelqu'un d'autre. Fait que c'est mon take spicy là-dessus. Mhm. C'est définitivement rough d'arriver dans un village, d'avoir des affaires à faire, des discussions à avoir, des choses à échanger, puis entendre des gens parler de jeux à succès League of Legends. C'est vraiment démoralisant comme début de scène d'arriver sur une fin de discussion de quelque chose d'autre qui n'est pas relié au GN. Ça donne moins le goût d'être resté comme bon, mais est-ce que je vais vraiment? Est-ce que ah non, je vais aller voir un autre village sur le chemin, je vais aller voir d'autres voyageurs. Mhm. Il y a des hors-jeux qui sont humains. Des fois, il y a une joke juste bien placée qui fait briser le personnage aux gens. Puis, tu sais, tout le monde part à rire, c'est normal, ça va arriver. Puis, ultimement, si on vient au GN, c'est pour tous avoir du plaisir tous ensemble, ultimement. Donc, faut pas trop se taper sa tête non plus. Mais par contre, c'est des longs moments de hors-jeu. On va éviter si possible. Un truc que j'aimerais dire, peut-être pour nos joueurs de longue date ou peut-être nos nouveaux joueurs, une chose qui est inacceptable, c'est de sortir hors jeu en plein milieu d'une scène. Mhm. Euh, je donne un exemple, là. On va arrêter de chialer dans pas long, là, je vous le jure, là. Mais un truc qui est déjà arrivé que j'aime vraiment pas, qu'il faudrait pas qu'il arrive, c'est quand on est en plein milieu d'une scène puis un joueur a une question système ou autre et va en plein milieu de la scène, parfois pendant que je suis en train de parler à quelqu'un, venir me voir avec son poing dans les airs, pensant que ça lui permet de faire n'importe quoi, venir me dire Hey Christian, ça fait combien de dégâts? C'est pas le moment. T'sais, attendez le bon moment où est-ce que la scène est terminée ou que je suis plus à part pour me mettre un peu plus à part pour pas déranger le monde. Puis en fait, c'est limite, j'ai goût de dire que c'est limite pas correct de se mettre hors jeu en plein milieu du jeu. Parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de vous regarder et qui attendait le bon moment pour vous attaquer. Puis là, si tout d'un coup vous êtes en train de me parler hors jeu, ben vous êtes invincible. Ouais. Moi, je me le suis fait faire aussi, là. D'être en plein milieu d'une scène, puis quelqu'un arrive. Ah, excuse, est-ce que mon village se fait attaquer? Ça m'a vraiment. Non. Il y a une façon. Il y a une façon d'aborder qui c'est pas en plein milieu d'une discussion ou en plein milieu d'un combat, d'un affrontement, là, simplement. Là. Mhm. Ça brise le rythme du jeu, puis c'est juste difficile. Là. Mhm. Yes. Est-ce qu'on a le feeling d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur ça? Ouais. Pourquoi il y a du hors-jeu à Andal? Ah, parlons-en. Pourquoi il y a du jeu hors jeu à Ordal? Ben, parce que c'est notre village principal, fait que c'est là qu'il y a le plus de monde, puis c'est là que le monde s'arrête. Fait que, Mhm. On a remarqué une tendance avec nous-mêmes scénaristes. On est tous attirés par la lumière comme ça n'a pas vraiment de bon sens.
Comme je dis, je nous inclus là-dedans. Par contre, Andal a un pétafeu. C'est l'une des seules grosses sources de lumière La du nuit. terrain. La nuit, oui, exactement. Naturellement, les gens vont y aller comme des papillons de nuit. Je pense que c'est l'une des grosses raisons qui fait ça. Puis, ultimement, j'ai pas envie de leur en... Je pense que c'est fair. Ultimement, de me pas voir dans ton GN, ultimement, ça vient quand même réduire beaucoup de tes capacités à faire beaucoup de choses. Tu as de la difficulté à écrire, de la difficulté à lire. Donc, je pense que c'est normal qu'on aille vers des endroits où est-ce qu'il y a de la lumière. Par contre, depuis l'année dernière, si je me trompe pas, toutes les sources de lumière roleplay Decom sont permises. On n'a plus besoin de lumière. Vous pouvez amener des choses, amener des lanternes décorum qui ont une lumière un peu plus basse, mais que vous pouvez traîner avec vous, des choses comme ça. Ça venait grandement augmenter vos jeux. Comme je dis, nous sommes des papillons de nuit. Si on voit une source de lumière dans le bois, on sait qu'il y a des joueurs là. On sait qu'on va peut-être aller plus interagir dans ces eaux-là. Ouais, ça, c'est je pense, un mythe au travers des années ou une mauvaise information qui s'est trop répandue. Là. Vous avez le droit d'amener des lanternes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le sort lumière. Même dans le temps où il y avait le sort lumière, maintenant il n'existe plus. Le sort lumière, c'était pour avoir une flashlight. Euh, Honnêtement, flashlight en GN, je suis pas sûr que c'est apprécié de la plupart. Là. Je connais quelqu'un Non, c'est qui... trop, C'est trop trop intense. d'intensité. Je pense que c'est trop intense. La plupart du monde ont leurs yeux comme qui s'habituent à la noirceur, puis là, quand tu les flashes avec une flashlight, c'est vraiment pas plaisant. Là. Uh-huh. Mais vous avez tout le droit d'amener des lanternes décorum, évidemment. Là. Faites-le. Faites-le, ouais. C'est vraiment cool. Je sais qu'on a, peut-être pour la plupart, grandi avec l'idée du sort lumière. Puis il y a plein de concepts, j'ai l'impression, dans Deval qu'on a changé depuis, là, qui étaient peut-être saugrenus ou des idées un peu ésotériques, où c'est juste avec le temps qu'on réalise, puis avec les autres GN, qu'on réalise à quel point c'était ésotérique. Le sort lumière, c'est intense quand même. Je sais pas je sais pas s'il y a d'autres GN qui ont déjà fait ça un jour, d'incanter un sort pour avoir le droit d'utiliser une lampe torche. Oui. Mhm. Oui, j'en connais. Tu en connais? Oui. C'est Plusieurs. fou. Il y en a d'autres. Je te mets une restriction de classe système pour être sûr que tu te casses les jambes en tombant dans un trou. Mhm. Genre, pourquoi ça a déjà existé? As-tu un magicien dans ton groupe? Non. Plus de Ah, mollets. malheureusement, je pense que je vais prendre tes tibias. Je peux te les Désolé. péter maintenant ou tantôt. Ouais. Je peux vous les péter à cabane, là. C'est vraiment. Non, mais il y a des choses comme ça. En tout cas, Ouais. il y a beaucoup de pour- changements, je pense, au vieux système qui étaient nécessaires. Oui. Mais pour revenir à... Pourquoi il y a du jeu en dalle? Écoute, je sais pas, Beaucoup de mais raisons. Il y essayez... a... Moi, je donnerais le même conseil que j'ai donné pour le campement. Là. Tu sais, quand que vous allez à quelque part, comme un village ou un campement, essayez... Tu sais, des fois, c'est un petit moment de repos, là, mais essayez de trouver c'est quoi votre prochain objectif. Tu sais, soyez constamment à l'affût, euh, à la chasse d'un objectif, puis vous devriez, du moment que vous arrivez en dalle, là, votre premier objectif, ça devrait être comment est-ce que je pars dans dalle, avec de quoi faire. Mhm. Ça devrait être votre premier objectif. C'est wild comme phrase, mais je pense que ça fonctionne. Là. Mhm. Andal, c'est un peu un lieu de transition, ultimement. Tu vas là, tu vas regarder tu vas regarder les babillards, tu vas boire, tu vas voir s'il n'y a pas des marchands, quelque chose comme ça, puis une fois que c'est fait, Ouais. Ceci dit, par contre, je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup les jeux de hasard ou les jeux de taverne. Là. C'est correct. Là, je veux dire, il n'y a personne qui devrait se sentir mal d'apprécier des jeux de taverne. Là. Mais tu sais, pour la plupart d'entre nous qui sont là en stand-by, en transition, je pense que mon point tient encore. Là. Je vais peut-être comparer ça à un plus gros GN où il va y avoir peut-être un village qui va être construit, qui va être comme fixe sur le lieu. Souvent, ces villages-là sont tenus par des joueurs. C'est des établissements qui sont animés par les joueurs pendant la soirée, soit qu'il y a de l'eau, soit qu'il y a des activités, du divertissement. Avec ce genre d'établissement-là, ça fait partie... Tu sais, ça fait la promotion du roleplay, ça fait la promotion des interactions joueurs, juste parce qu'elles existent, puis parce que ça vient des joueurs. Mm-hmm. Nous, on a un peu cette faiblesse-là, où c'est un établissement qui est temporaire,
puis qui est pas nécessairement réglé par les joueurs. Malgré que On ça n'a pas change. comme la possibilité d'avoir un bâtiment qui est permanent, qui est établi là à longueur d'année, ou juste de permettre aux joueurs de faire ça là, à cause du terrain et de sa nature. Fait que c'est plus difficile d'avoir, tu sais, de laisser comme les joueurs driver ça sans établissements physiques. Je pense que ça a un effet sur ça. Ouais, S'il y avait définitivement. s'il y avait comme un gros bâtiment de taverne qu'on avait construit, où les gens, tu sais, pourraient rentrer, pourraient se sentir comme impliqués à l'intérieur, je pense qu'on aurait pas mal moins ce problème-là. Oh! On m'informe qu'on va avoir peut-être un invité surprise. Oui, Patlash. Ouais. Yes. Cool, cool, cool. Notre prochain sujet, c'était le metagaming. Metagaming, c'est quoi le metagaming? Commençons par ça, là. Je me suis rendu compte qu'on a oublié de définir certains concepts qu'on parlait, là. Metagaming, bon. Meta veut dire comme dans une couche plus haute que le jeu. Donc, tout ce qui est une discussion qui est à l'extérieur du jeu pourrait être considéré comme du metagaming. La plupart du temps, quand on parle de metagaming en grandeur nature, on fait référence à un truc très spécifique, là. Souvent, on parle de quand un personnage en jeu agit sur des informations qui ont été acquises hors jeu. Donc, pendant le souper, j'écoutais ce que la gang de mes rivaux disait. J'ai appris quelque chose. Puis là, maintenant, en jeu, mon personnage magiquement le sait. Ça, c'est l'exemple cliché de metagaming qu'il faut éviter, là. Vous avez-tu des réflexions, des pensées là-dessus, les garçons? Moi, j'ai beaucoup d'exemples vivides qui viennent de ma mémoire de joueur, de voir des choses que des gens devraient pas nécessairement savoir, mais qui ont imaginé, là. Est-ce que ça a ruiné ton expérience? Ouais, est-ce que ça a amoindri ton expérience? Je pense pas, mais tu sais, avec les années, j'ai fini par être immunisé à ah, ok, ben, il a fini par savoir ça. Il aurait pu avoir d'autres sources, il aurait pu avoir des espions, il aurait pu avoir des gens qui ont fait propager l'information. Je pense pas avoir eu comme de gros secrets qui ont été métagamés publiquement comme ça, là. Mais ça fait vraiment partie. Ça fait partie du mode de pensée, j'ai l'impression. Tu sais, de penser je veux que notre guilde triomphe comme tu sais, des épreuves futures, je veux qu'on fasse telle chose, je veux gagner, je veux que mon personnage gagne, je veux gagner. Ce genre de mindset-là, je pense que, tu sais, va promouvoir le metagaming, va promouvoir son influence, puis son influence négative sur le jeu. Je pense que c'est définitivement un facteur qui a pu influencer ça par le passé, là, puis qui en a provoqué. Il y a évidemment aussi sa contrepartie du bon metagaming, de quoi d'aussi simple que on sait que cette personne-là est blessée dans la vraie vie. Ben, ça, c'est pas du metagaming. Ça, c'est pas du metagaming. Ça, c'est juste être un bon gentleman, être un bon samaritain. Oui. Être un bon humain. Oui, absolument. Par la définition technique, c'est du metagaming, mais comme Zach a dit, je pense que c'est bon de faire la différence entre le metagaming qui est correct et celui qui ne l'est pas, là. Un exemple de bon metagaming. En fait, avant de passer sur le bon metagaming, on va passer sur le mauvais, là, parce que c'est l'exemple le plus flagrant, puis c'est ce que le monde parle le plus souvent, là. Beaucoup de monde sont pas contents à propos du metagaming. Essayez de pas en faire. Ça peut ruiner une scène, ça peut causer des frustrations, ça peut causer même du drama. C'est comme une des dernières choses que vous voulez. Éviter le plus de drama possible. C'est vraiment un conseil de vie que je donne à tout le monde, là. Notre invité surprise. Bonjour. Nous avons une invitée surprise, Sophie Gaudreau. Yo. Yo. Est-ce que je vais être à l'envers? Ça serait incroyable. Ah, si. Sophie qui est... Oh my god, je suis pas à l'envers! Allô? Incroyable. Sophie, autrefois était organisatrice Tondeval, aujourd'hui encore dans l'équipe de scénaristes. Veux-tu nous dire, Sophie, ton expérience en jeu de rôle? Mon Dieu, c'est donc une question vaste, tout ça. Avez-vous un sujet pour commencer? Parce que c'est quand même un gros... Le c'est une grosse sujet, question. le sujet, c'est toi.
Ça fait combien de temps que t'as été à Dorval, puis ça fait combien de temps que tu fais du jeu de rôle? Franchement, ça faudrait que je compte, là. Je compte pas ça. C'est pas le genre de choses que je compte naturellement. Pas Je de sais trouble. pas, ça doit faire 7 ans. 7 ans? Cool. Parce que je sais que j'ai commencé avant la pandémie, puis j'ai commencé environ 2 ans avant. Fait que ça date de 2018, on est en 2024, ça doit faire 6-7 ans. Nice. Mhm. Ça donne un ordre d'idée. Sophie qui nous aide à faire des PNJ, la trame et excellente designer de costumes aussi, qui nous aide à faire du make-up et toutes sortes de choses. Bienvenue. On est en train de parler de metagaming. Oh. Ouais. Oh. Yes. J'étais en train de Toujours dire. un bon sujet. Ouais. Entendre parler de facile et metagaming. léger. Ça a commencé avec William qui disait qu'il s'est fait une carapace puis il a appris à vivre au travers du metagaming. Mais je pense que la vérité qu'il faut dire, c'est que la plupart du monde n'aime pas ça puis il faut l'éviter le plus possible. Là. Donc, tu sais, le conseil. Vas-y. Oui. J'ai un drôle de. Mon sentiment général avec le metagaming, c'est que je pense que c'est que ça varie d'une personne à l'autre. Je sais pas comment indiquer ça autrement. Les gens qui font du metagaming, des fois, vont le faire justement en la présence de gens qui savent qu'ils devraient pas. Un peu à la recherche d'attention. Ça va plus souvent être des jeunes joueurs de GN. Mhm. Puis si tu joues dans leur game, si tu les avertis, c'est un peu comme des chats. Si tu leur donnes de l'attention négative, ils sont contents quand même. Euh, je sais que c'est peut-être pas la meilleure comparaison, là, mais bref. Euh, Fait que j'ai envie de dire que faut un peu regarder c'est quoi son public, pourquoi il fait du méta. J'ai une tendance à être capable d'avoir de la patience, sauf quand je vois que c'est des joueurs expérimentés. Auquel cas, c'est que je vais plus essayer d'évaluer si euh, est-ce qu'il fait ça temporairement? Est-ce que je sais qu'il va être capable de clap back? Est-ce qu'il va être Mhm. capable de revenir en jeu rapidement? Dans ce cas-là, je peux le laisser passer. Comme Will dit, je peux me faire une carapace. Si c'est un jeune joueur qui est pas trop d'expérimenté, ben dans ce temps-là, je vais prendre le temps de lui expliquer, d'essayer de le ramener en jeu pour lui montrer comment on fait ça. Le classique, t'as combien de points de vie? Mhm. Je veux dire, on a tous passé par là, ok? Mon premier personnage de GN, c'était un healer. Qu'est-ce que j'ai demandé? Mhm. Mais éventuellement, tu sais, c'est des choses qui se développent. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai envie de voir un peu c'est comme un public cible avant de tout de suite dénoncer du metagaming. Sur une Puis, échelle de 1 à 3, comment tu te sens présentement? Un bon 2. oh my god. J'ai-tu l'air de faire dire à ce point-là? Parce que, Non, mais alors, tu sais, pour demander des points de vie, là. Ah, es-tu bien blessé? Ouais, sur une échelle de 1 à 7, là, mettons, là. Moi, je pense que je file un 2. Il me je veux reste dire, deux tiers c'est de mes déjà membres. mieux. C'est déjà mieux. En toute franchise, là, j'aime mieux ça plutôt que d'autres choses. Ouais. J'ai même pas tant de problèmes avec quelqu'un qui demande des points de vie à quelqu'un d'autre tant que c'est pas. Si c'est en privé, là. Mettons, là, t'es genre. T'es à terre, là, puis t'es comme en train de gémir de douleur. Puis là, un soigneur s'approche, puis il fait comme ah, ça va, puis il fait comme une petite introduction. Je vais te soigner. Puis là, c'est juste comme discrètement entre, Si t'as le chuchote, là. Oui, entre ça, deux c'est personnes. OK. T'as Parce combien qu'il y de a une points de limite, vie? il y a une limite au acting que nous, on peut faire, là. C'est un peu comme le principe en Donjon Dragon d'être bloodied, là. Merci, Minou. C'est un peu le même principe en Donjon Dragon d'être bloodied. C'est que tu vois que ton ennemi a l'air significativement blessé. C'est visible pour ton personnage dans l'univers Mhm. qu'il y a des blessures, il saigne, il ralentit ses mouvements, il squinte d'un œil. Tu sais, ça va pas très bien. Mais tu peux pas voir ça avec du monde en GN. Il y a une limite au acting que je peux faire. Tu sais, oui, je peux me rouler à terre de douleur, mais ça l'explique pas aussi bien mes points de vie. L'une Fait des que, tu choses sais, qui nous aide à ce niveau-là avec le nouveau système, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui redonnent des points de vie. C'est rendu redonne tous les points de vie. Donc souvent, mhm, on évite cette question-là tout mhm. court. On n'en a même pas besoin en réalité. Des fois, je Absolument. la pose quand même parce que ça va changer un peu mon niveau De presse. d'urgence. C'est ça. Quand t'es un soigneur, tu sais, qui a un nombre de soins limité ou que tu vois qu'il y a beaucoup de blessés, Mhm. à un moment Du donné, tu côté, vas un peu prioriser tes cibles. je pense, du côté du joueur, tu peux mettre le paquet en termes de roleplay, là. Tu sais, il y a un point de vie sur ton normal de 8. Tu sais, tu vas cracher par terre, tu vas boiter. Mhm. Faut que t'en mettes, là. Faut que les gens te regardent, puis sans que t'ailles
sans que tu aies du faux sang sur toi, tu n'auras pas du faux sang, là. Tu n'auras pas accès à du matériel pour... Oh, dis pas ça aux joueurs. Non, Oh. ok. Dans la plupart des cas, tu n'auras pas nécessairement accès à du faux sang dans une poche droite puis dire « Ah non, je suis blessé, je vais m'en mettre partout. » Tu sais, tu peux quand même agir en tant que tel, tu peux boiter, tu peux crier de douleur, un grand classique. Il y a beaucoup de façons de faire passer comme le message dans le jeu de « Hey, je vais vraiment pas bien. Si je vais pas soigner bientôt, je pense que je vais mourir. » Ça, c'est toujours... je pense que c'est toujours quelque chose qui peut être agi. Là. À ce moment-là, soyez le protagoniste. Soyez le membre de la famille du protagoniste qui est sur le point de mourir. Mettez-en, il n'y a aucun problème. Le monde, ça va juste aider l'immersion qu'on a discuté plus tôt en réalité. Ouais, j'ai beaucoup fait ça, justement, en ayant joué beaucoup de soigneurs. Plus t'en mettais dans ton roleplay, plus moi je vais voir que t'es blessé. Et donc, plus ça me donne envie d'aller te voir. Donc, un bénéfice. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ça a un peu un bénéfice système qui est un peu secondaire, mais qui existe quand même. Gagner On le a- GN. Exact. À la bataille qu'on avait faite l'année dernière à OGN 8, il y avait beaucoup de gens, très peu de soigneurs. Donc, il fallait vraiment que je priorise. Fait que les gens qui étaient en train de boiter par terre, qui étaient à peine debout, les gens qui s'appuyaient sur des objets pour se tenir debout, ben, c'était tout à mes priorités. Mhm. C'est un bon Puis point. aussi, ça va aussi avec le fait de s'amuser en GN, le fait d'avoir quelque chose à faire en GN. Si vous avez un point de vie sur, on va dire, 5, puis vous sprintez à toutes jambes pour pas vous faire tuer, ben, effectivement, ok, vous allez peut-être pas vous faire tuer, mais vous allez comme un peu, pas gâcher la scène, mais pour y avoir une scène potentiellement plus intéressante. C'est drôle. Qui vaut cher en GN. J'ai déjà eu un de mes amis, on a été à un autre GN, puis quand on a fini le GN, il m'a dit « Ouais, c'était un peu dull. Je pense que le moment où j'ai eu le plus de fun dans le GN, c'est quand j'avais un point de vie puis que je rampais à terre. » Ça a été le highlight de son GN. T'sais, le meilleur moment de son GN, c'est les 2 fois où il était à un point de vie puis il rampait à terre au travers d'un champ de bataille. Mhm. Ça peut vraiment... Mais ça peut être cool. Je veux dire, c'est excitant, là. T'es Ouais. sur le bord de la mort, être dans le feu de l'action, être dans l'adrénaline. Ouais. Il y a la mort qui se tient par-dessus toi, qui est pas loin. Absolument, oui, ça va être un highlight de GN, là. Mhm. J'aimerais ça faire un point avec ça. C'est pas un point du metagaming, mais c'est un point sur la mort. Qui a longtemps été un sujet tabou en Ondeval. La mort est bien moins, on va dire, punitive qu'elle l'était initialement. Vous avez beaucoup, on va dire, de fail-safe, de façon d'en revenir. On a vu des gens leur personnage est mort et ont quitté le GN. C'est vraiment dommageable, autant pour vous que pour nous, parce que comme je dis, vos personnages, c'est la première fois qu'il meurt, il est niveau 3. Il va pas en mourir réellement à ce moment-là. Puis même au contraire, vous allez avoir de l'excellent roleplay à faire avec ça. Donc, ne voyez pas la mort comme de quoi de punitif, de définitif, puis d'effrayant. Ça ne fait qu'offrir du roleplay en bout de ligne. Yes. C'est peut-être un bon moment pour rappeler que c'est relativement nouveau là, comme changement, là, justement, les changements à la mort. Auparavant, il existait une époque d'Ondeval où est-ce que si ton personnage se faisait achever, c'était terminé. Aujourd'hui, c'est plus difficile de se faire achever, puis quand on se fait achever, c'est pas la fin. Vous avez une deuxième chance, des fois une troisième chance. Puis il y a des manières d'en revenir, de se rétablir. Là. Je pense qu'il y a un peu une culture sur Ondeval à ce niveau-là, parce que d'autres GN, la mort est beaucoup plus facile. Si on prend un exemple de, par exemple, Dernière Alliance, quelqu'un qui est au sol, vous lui donnez un coup en disant « je t'achève », et votre personnage est mort. Il y a des façons de se rattraper aussi, mais votre personnage est mort à ce moment-là. Mais c'est très difficile d'avoir un personnage qui est effacé complètement en Dernière Alliance au travers de la mort. Là. Oui, mais... Dans un événement, tu peux revenir 4, 5, 6 fois tester. Au fur et à mesure en tant que joueur. Maintenant, on connaît pas les rouages du système. Là. On est uniquement là en tant que joueur, mais tu peux mourir plusieurs fois avant que ton personnage soit effacé pour de bon. Ondeval, ce qui était aussi brutal avant, que j'ai subi en tant que joueur il y a ma foi une dizaine d'années à présent, c'était de se faire achever une fois, c'est fini, ton personnage qui a peut-être passé un an et demi, on va le mettre aux poubelles parce qu'il a été impliqué dans une altercation, puis c'était
une chance, il a été achevé avec la compétence. Salut, on te revoit plus. Mhm. Lave les mains. Tu sais, dans ce sens-là, il peut y avoir une plus grande crainte à s'investir dans un personnage. Puis il y a probablement comme une philosophie qui s'est développée autour de ça, qui est encore présente chez les vieux joueurs d'Ondeval qu'on a là. Mhm. Absolument. Pour revenir un peu plus au metagaming, là, j'ai une autre pensée que j'aimerais partager. Euh, les GN, un des trucs les plus le fun que j'ai trouvé à propos des GN au travers des années, c'est que c'est une activité qui fait qu'ils nous créent des histoires. Puis vous remarquerez souvent les GNistes, si vous commencez à leur parler de GN, ils ont tout le temps des histoires à vous raconter. La fois où est-ce que cette affaire-là est arrivée, la fois où est-ce qu'on était en gang puis on a fait ça, la fois où est-ce que je peux pas croire qu'il a dit ça. Tu sais, on a des histoires, on en a genre des centaines. Puis Mhm. un des réflexes qu'on a, c'est quand il vient de se passer de quoi de cool, une scène qui est cool, c'est de le dire à tout le monde. Surtout quand il y a un break. Donc quelque chose de cool vient de se passer, puis là, il y a un moment de pause au campement, ou ben il y a un moment de pause au souper, puis là, c'est comme, vous, vous allez pas croire ce qui est arrivé. J'ai vu cet ange-là, j'ai fait un deal avec, il m'a dit de jamais dire le nom de Bobby, puis j'ai une nouvelle faiblesse, c'est le feu. Puis c'est comme, ouais, tu viens de m'avouer toutes tes faiblesses, mon homme. Puis le seul conseil, puis c'est dur ce que je veux dire là, mais le seul conseil, le meilleur conseil qu'il y a contre le metagaming, c'est de rien dire. Uh-huh. C'est dur, là, mais c'est la seule manière qui fonctionne à 100%. Si vous voulez que personne metagame contre vous, faites juste rien dire. Mhm. Même à vos amis. Mais ça, c'est un problème de mindset. Tu sais, si t'es sur le mindset de je veux gagner mon GN, tu vas. Si t'es un mauvais joueur ou t'as une mauvaise foi ou n'importe quel mélange de traits qui vont t'affecter, ça se peut que tu cherches comme inconsciemment, lui, j'ai entendu dire hors jeu qu'il a une faiblesse contre le feu, ben, c'est ça que je vais utiliser du feu la prochaine fois que je le rencontre. Comme ça, je vais gagner contre lui, je vais gagner mon GN. Thomas Avec serait vraiment l'autre fier. mindset, qui est de jouer pour perdre, jouer pour faire une bonne histoire, jouer pour faire des scènes mémorables. Peut-être que tu le sais pas du tout. Peut-être que tu l'apprends comme contre ton insu hors jeu que Bobby est vulnérable au feu. Ça va être beaucoup plus intéressant si tu l'apprends en jeu parce que tu vas avoir quelqu'un à blâmer. Si dans une révélation comme tu finis par acheter cette information-là ou tu finis par dealer avec du monde puis cette personne-là te dit on est des bons amis, on a travaillé ensemble depuis longtemps, je sais que tu veux tuer Bobby. Bobby est vulnérable au feu. Il a fait un pacte avec un ange, puis j'ai appris ça durement. Utilise cette information-là à bon escient. Puis là, ben, quand tu trahis Bobby, inévitablement, en lui plantant une dague de feu dans le cœur, tu lui dis Sache que j'ai appris ta faiblesse de par ton ami qui t'a trahi lui aussi. Subis le courroux de ma trahison. Tu sais, à ce moment-là, la phrase magique, à ce moment-là, ça fait une scène plus intéressante. Pas parce que ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit était stupide, mais parce que il y a une source à ce que tu as fait, parce qu'il y a quelqu'un d'autre à blâmer, parce que si Bobby survit, il va pouvoir se venger pas juste sur toi, mais sur l'autre personne qui a trahi sa faiblesse. Ça amène plus de jeu, ça amène plus d'interaction et des scènes plus mémorables au final. Absolument. J'ai mon nouveau background de personnage. Bobby vulnérable au feu. Il y a une forme de metagaming que je sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, là, c'est pas impossible, qui est des interactions hors jeu entre des joueurs. Parce que quand, mettons, c'est un exemple, là, mais une des difficultés par rapport à ce que tu viens juste de parler, Will, c'est que, mettons, dans un donjon dragon, c'est quand même facile parce que typiquement, tu vas avoir un petit groupe de gens qui se connaissent déjà, qui ont déjà des liens ensemble, qui sont déjà des amis. Dans un GN, c'est pas le cas. T'as beaucoup de gens que tu connais pas, t'as beaucoup de gens que c'est pas tes amis. Il y en a même que tu peux juste straight up pas aimer, détester. Fait que c'est facile dans un donjon dragon de se dire je vais travailler avec mon DM et mes autres joueurs pour qu'ensemble on ait une histoire intéressante parce que vous appréciez tous, vous faites tous confiance. Donc, ben, je veux pas parler pour les groupes de D&D à tout le monde, hein? Mais en tout cas, dans mes groupes, de manière générale, on écrit des histoires ensemble. Mais en GN, il n'y a pas cette, cette confiance-là aveugle qu'on a nécessairement avec tous les autres joueurs. Le joueur de Bobby, je le connais pas, OK?
Puis même si ça se peut que j'ai une histoire personnelle avec qui fait en sorte que je l'aime vraiment pas. Fait que c'est d'autant plus dur pour moi, mettons, si j'apprends une faiblesse de Bobby, de pas juste me dire, OK, je vais le faire vraiment chier, parce qu'il y en a un, moi, il me fait chier. Fait qu'il y a comme cet aspect-là qui complexifie la tâche. Ça rend pas ça justifié, plus que ça l'explique. Mais je trouve que c'est quand même un facteur à considérer de faire attention que vos relations personnelles influencent pas trop les relations que vous allez avoir avec vos personnages. Naturellement, mettons, il y a certaines personnes avec Tangienne avec qui je m'entends mieux, des gens qui me ressemblent plus, des gens avec qui je sais que je vais vouloir faire plus de roleplay. Fait que de manière inévitable, ces gens-là vont devenir plus souvent mes alliés. Euh, en PNJ comme en joueur, là, ça change pas grand-chose. Euh, Puis inversement, tu sais, les gens que j'aime pas, ça va être plus dur pour moi de faire en sorte que ça devienne mes alliés. Sauf que, tu sais, même des gens que nous, en tant que PNJ, des fois, on est genre, oh my god, faut pas que j'interagisse avec lui. Ça arrive. Mhm. Euh, Même ces gens-là, des fois, on est agréablement surpris de, hey, vous créerez, on revient à table, on est genre, vous créerez pas ça, j'ai d'avoir une belle scène avec telle personne. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, il faut vraiment essayer de passer par-dessus ses billets personnels de cette personne-là. J'ai pas eu des bonnes expériences avec ou je l'aime pas beaucoup. À un moment donné, on vous demande pas d'aller par-dessus toutes vos histoires, là. Tu sais, s'il y a des gens que activement vous détestez pour des raisons qui sont fair, je vous demanderai pas de faire du roleplay avec, là. Par contre, je vais vous demander d'essayer de faire attention de pas tricher contre cette personne-là parce que Les c'est un peu un ignorer à la pay limite. win. C'est ça, au pire, jouez pas avec. C'est ça qui est beau dans un GN, vous êtes genre 80 en devant. Faites juste pas jouer avec. Ça me fait Là, penser à. des fois, ça me fait dur parce qu'il y a des gros groupes qui contiennent beaucoup de monde que t'aimes pas, puis là, t'es comme. Mais en tout cas, ça se fait quand même. Mais il y a toujours moyen d'avoir des bons moments de toute manière. Ça me fait penser à un exemple que j'ai vécu. Euh, un truc que moi j'aimerais dire, c'est, pour continuer la discussion que tu as startée, Sophie, c'est, je pense que c'est important de jamais régler un problème en jeu avec des méthodes hors jeu. Et, ou Et vice-versa. un problème hors jeu avec des méthodes en jeu. Je pense que c'est un vilain réflexe qu'on peut avoir, mais qui va jamais porter fruit. Ça marche jamais, ça donne toujours des histoires d'horreur, à chaque fois. Tu sais, souvent, ça m'est déjà arrivé, puis c'est arrivé à probablement beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Quelqu'un va faire quelque chose qui vous irrite, puis vous allez dire, ah, lui, je vais le tuer. Mais tu sais, mon personnage va aller tuer son personnage parce que dans la vraie vie, cette personne-là a fait de quoi que j'ai pas aimé. Vous allez pas trouver la scène satisfaisante, ça va pas être le fun, la personne va être frustrée, vous allez probablement être frustré aussi, surtout si ça échoue. C'est pas un bon plan. Ça ne C'est fait même qu'un pas cercle juste. vicieux aussi, là. Ouais, C'est même pas juste du mauvais jeu, c'est juste du mauvais sport. ouais. Oui. C'est même pas des événements qui font partie de l'univers qui affectent ton personnage, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ouais. Mais C'est jamais une bonne idée, là. c'est comme un réflexe que plusieurs personnes ont déjà eu. Puis ça m'est déjà arrivé aussi, mais je vous le dis, là, Mhm. ça se finit jamais bien. Absolument. En fait, l'inverse. J'ai déjà eu une expérience où est-ce que j'avais un problème hors jeu. Mes amis sont venus me voir avec quelqu'un. Mes amis sont venus me voir et ont dit, hey, on va aller le tuer, ou hey, on va le looter, ou hey, on va lui faire telle affaire chiante. J'ai fait non. Puis je suis allé le voir hors jeu. J'y ai parlé, je pense, 1 minute. Puis le problème était réglé. Mhm. C'est vraiment, vraiment plus. C'est vraiment rapide. C'est surprenant. C'est pas toujours le cas, là. C'est pas vrai que aller parler avec quelqu'un 1 minute, ça va régler tous vos problèmes ever, là. Mais souvent, c'est juste une conversation d'1 minute de comme, hey, j'ai pas compris ce que t'as dit, ou hey, ce que t'as dit, ça m'a blessé, ou hey, j'aimerais ça qu'on refasse pas ça. C'est juste ça, là. Des fois, ça fait des miracles. Mhm. Régler un problème par la communication, ça devrait Incroyable. toujours être le Ok, premier choix. ouh. Être des meilleurs humains. J'ai Ouais. déjà eu, à l'inverse aussi, là, j'ai déjà eu souvent des relations qui ont starté par du beau roleplay. Ce Hmm. qui est un peu drôle parce qu'on vient juste de dire qu'on devrait pas vraiment mixer les deux. Sauf que ça vous allez peut-être réaliser en faisant du beau roleplay, en restant à une game, que les gens vont apprécier ça, qu'ils vont venir vous en parler après le GN, qu'ils vont venir vous féliciter. Puis ces gens-là vont réaliser que vous avez des valeurs similaires, que vous tenez à l'histoire du jeu, puis que c'est important pour vous, c'est important pour eux. Donc ça vous donne un set de valeurs qui est similaire. Fait que ça risque fortement de vous créer des nouveaux liens. Qui est Mhm. toujours le fun. Puis tu sais, des fois,
Des fois, ça va pas loin, là, mais ça reste que c'est le fun de se faire dire « Hey, j'ai vraiment aimé ma scène avec toi. » De base. Fait que moi, ça m'est arrivé de développer certaines relations à travers du roleplay. Plus dans le sens où « Hey, c'était vraiment le fun d'interagir avec toi. » Puis après ça, cette personne-là est plus tentée de venir me parler après. Mhm. Tu sais, Que ce moi, soit en allié ou en ennemi, là, d'ailleurs. Hein. Fait que si nos personnages sont ennemis, ça marche pareil, là. Genre, hey, c'était vraiment cool ton roleplay. Mon personnage était full fâché, mais c'était vraiment hot. La scène était full satisfaisante, blabla, tu sais. Ça marche pareil. mhm, absolument. Tu sais, moi, Will, avant d'aller en devant, je le connaissais pas. Sophie, je la connaissais pas. Christian, je le connaissais un petit peu par l'entremise de son frère, sans plus. Mais c'est des relations qui se sont développées avec le temps à force de faire du bon roleplay avec ces joueurs-là. C'est quoi la première fois que j'ai faite à Zach? Tu Tu es es son tué. ami! Un classique. C'est comme ça qu'on rencontre tous ses amis. C'est une En introduction géant, là, à comment tu Honte rencontres de des Val. gens? C'est Ah, moi, vraiment... j'ai toutes les connaissances du géant, je les rencontre en tant qu'ennemi, là. Mhm. Je pense que cette discussion-là peut nous amener sur notre prochain point. On vient de parler que des fois, on va juste aller parler à la personne pour dire les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Ben, nous-mêmes, on vous demande de ça avec, entre autres, les feedbacks. À chaque fin de GN, on fait un sondage pour demander vos avis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis, on a des avis très, très, très pertinents qui nous aident vraiment à mieux construire le système, mieux construire notre trame des choses qu'on n'a pas vues. Et il y a des fois que c'est plus complexe. On peut en parler. Exemple de bon feedback, c'est du feedback, c'est un commentaire positif, fait que je me permets de nommer quelqu'un, là. Julien Bouffard donne de l'excellent feedback. Tu sais, la boîte, le sondage qu'on vous envoie à la fin de chaque GN, la boîte de texte est comme grosse de même. Lui, là, il va pas se gêner de faire un texte ça de large. Mhm. Puis, chaque phrase de son texte va être pertinent et bien réfléchi. Puis, on les prend, ces feedbacks-là, on les prend tout en note, on les discute en réunion, puis on agit dessus, là. Vous seriez surpris à quel point on les lit toutes. Euh, c'est incroyable comment que ça a de la valeur pour nous. Ça arrive parfois, par contre, qu'on va avoir des feedbacks euh, pas constructifs ou euh, qui ne nous permettent pas d'agir. Par Mhm. exemple, un des feedbacks les plus communs qu'on voit, c'est qu'est-ce que vous avez apprécié le plus de votre GN? J'ai aimé l'ambiance. Puis qu'est-ce que vous avez le moins apprécié de votre GN? La pluie. Là, t'es en train de Euh, lire un avis comme verbatim, là. Oh, ça, c'est les. J'ai vu ça souvent. on l'a vu souvent, mais tu sais, on Et peut, on peut rien faire. il y a une chose, je vais faire une petite note là, par rapport à ça. Là. J'ai appris à le prendre comme une forme de compliment. Parce que si la pire affaire qui est arrivée dans ton GN, c'est la pluie, puis que Mhm. je peux rien changer là-dessus et que je n'ai aucun pouvoir là-dessus, ben ça veut dire que toutes les choses sur lesquelles j'ai eu un pouvoir décisif, en général, se sont bien passées. En tout cas, Le pas GN a assez bien pour que été. tu me dises que ça s'est pas bien passé. C'est ce Fait que, qu'on en tout cas, assume. j'ai appris à le prendre comme un compliment, mais effectivement, c'est pas très constructif. Dans Mhm. l'optique qu'on peut réellement s'améliorer, tu sais, ça peut être, je sais pas, ça pourrait être après 24 heures, j'aime pas ça faire mon level up le matin. Hein? Je Hein? trouve que c'est trop lent faire mon level up le dimanche matin. Tu sais, ça pourrait être juste ça, là, tu sais, puis on va être genre, ah, voilà, on peut faire quelque chose là-dessus. Mhm. En tout cas, fait que Il y a je un le des prends comme un trucs, compliment, mais il y a un des trucs qui est vraiment très, très, très important de ces sondages-là puis des feedbacks, là. C'est qu'on n'est plus des joueurs. Quand on était joueur, quand moi j'étais joueur, c'était beaucoup plus facile d'avoir un pouls sur le terrain, de sentir comment les joueurs se sentent, puis d'être proche des joueurs et de la communauté. Au niveau de l'organisation et des scénaristes, on se tient énormément avec des joueurs, mais on n'a pas le même niveau de proximité avec les émotions des joueurs, avec ce qui se passe, avec la communauté, avec certains problèmes. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour les ramener jusqu'à nous. C'est pour ça que ces sondages-là sont très très importants pour cibler les faiblesses du GN, cibler les problèmes, cibler les aspects qui sont plus problématiques pour la suite. Ça donne la connexion qu'on n'a plus parce on s'est élevé au rang semi-divin de scénariste et d'organisateur. Mhm. Moi, j'ajouterais un point de choses que j'aime dans un feedback, c'est beaucoup de la précision. Des fois, ça peut être difficile. Par contre, des fois, on va avoir des feedbacks que c'est tel NPC a fait de quoi de pas correct, mais des fois, on va pas avoir une précision sur
quel NPC en particulier. On peut pas s'attendre à ce que vous connaissiez tout le monde. Il y en a, ça va être leur premier GN à Ondeval, puis ils vont le faire là. Mais au moins, c'est de donner une description. Si on dit, lui, il jouait un elfe déchu, il était habillé en bleu, il avait les cheveux attachés. Ah, Filaren, Fagzac. Fait que là, on est plus capable d'aller préciser à ce moment-là. Mais si on sait pas c'est qui, on peut pas activement travailler sur la chose qui a été problématique. Fait que autant que possible, mettez des détails, mettez de la précision pour qu'on sache quand est-ce que ça s'est passé, qui sont les personnes concernées, c'était quoi le problème. Ouais. C'est un couteau à double tranchant là, parce que notre sondage il est anonyme par défaut. Fait qu'on peut pas venir vous voir pour vous demander Hey, quand tu avais dit ça, tu voulais dire quoi? Parce que ben, on sait pas ce qu'est votre nom à moins que vous l'ayez écrit. Fait que le plus de précision possible, ouais. C'est déjà arrivé souvent que, mettons, on a eu un commentaire j'ai pas aimé mon expérience avec ce joueur-là. Avec un joueur, je pense qu'il a triché. Mais il nous dit pas c'est qui le joueur, c'était quoi la triche. Fait que on est tous là, waouh, hey, c'est vraiment un gros problème. On est vraiment très contre la triche. C'est vraiment un problème qu'on veut adresser. On peut rien faire. On sait pas t'es qui, on sait pas c'est qui le tricheur, puis on sait pas ce qu'il a fait. On peut rien faire. Super frustrant. Oui, absolument. Fait que c'est ça, mettre des détails va venir grandement nous aider à ce niveau-là. Puis comme je dis, il n'y a pas peur d'en mettre. Les zones sont grosses comme ça, mais comme Christian a dit, Julien, il en met ça pour donner un exemple. Mhm. Ça vient nous aider. Il n'y a pas l'attente là, que vous fassiez tout ça. Là. Si vous êtes quelqu'un qui vous vous sentez concerné par le pire moment de mon GN, c'est la pluie, là. Vous pouvez faire des baby steps, ok, là. Vous pouvez genre, on va être ouvert, on va essayer de changer les choses si nécessaire. Si vraiment il n'y a rien, là, dites-le nous, j'ai tout aimé, ça s'est tout bien passé. Vous pouvez dans ce temps-là essayer. Moi, dans le fond, j'ai pas aimé mon GN là, parce que dans le fond, moi, j'étais un assassin. Là, puis dans le fond, dans mon backstory, ma famille est morte. Là, puis elle s'est fait tuer par une secte. Là. Puis j'ai rien rencontré de personnes qui venaient de mon backstory. Là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont 6 pieds en dessous de la terre à Constantina, mon chum. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est qu'au pire, vous pouvez commencer par des baby steps de l'autre bord. Si vous trouvez rien à dire de négatif, dites des choses positives. Qu'est-ce que vous avez vraiment aimé? Déjà, ne serait-ce que ça nous aide. Parce qu'on se dit, ben les gens ils ont aimé ça. Qu'est-ce qu'ils ont aimé exactement? Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé la quest. Pourquoi tu l'as aimé? J'ai aimé ce costume-là. Déjà, ça m'aide. J'ai aimé ce personnage-là. Pourquoi tu l'as aimé? C'était-tu son costume, son roleplay? C'était-tu la personnalité que tu as aimé? Des choses comme ça nous aide à donner plus de feed pour être capable, plus vous êtes précis, plus on comprend. Là, à un moment donné, comme tu as dit tantôt, il y a l'affaire d'anonymat. C'est sûr que si vous nommez spécifiquement quelle interaction que vous avez eue avec tel NPC, ça se peut qu'on vous reconnaisse, même si vous savez pas écrire votre nom. Fait que je comprends aussi qu'il pourrait y avoir une réticence à écrire très précisément l'événement, surtout si c'est un événement négatif qui concerne un PNJ, parce que ça se peut qu'on vous reconnaisse. Puis si vous voulez pas être reconnu, ben je comprendrais pourquoi, tu sais. Then again, dans le but de s'améliorer, ça nous aide réellement d'avoir ces informations-là. Ça va nous faire plaisir aussi d'avoir une discussion ouverte avec vous. Si vous voulez pas en avoir, vous pouvez nous le dire. Techniquement. Moi, personnellement, même si quelqu'un venait m'écrire en feedback j'ai pas aimé le personnage de Kree ou j'ai pas aimé cette interaction-là spécifiquement avec Kree, je serais genre vraiment intéressé de parler avec la personne. Ouais. Faut pas penser que comme faudrait pas que je le dise parce que tu sais il va m'haïr ou genre il va me cibler, il va avoir des PNJ pour me tuer, là, des PNJ invincibles. Non, vraiment pas. Au contraire, ça va avoir l'effet inverse où est-ce que je vais vraiment mettre plus d'efforts pour essayer de régler le problème, en fait. Si ça vous rassure, là, in a way, les trames sont écrites en commun avec tout le monde. On va pas juste envoyer un PNJ random parce qu'en règle générale, on a une bonne idée de ce que les autres ils font à peu près tout moment. C'est pas toujours vrai, ok, là? Stéphane, entre autres, qui est connu pour partir et disparaître pendant 4 heures, revenir plus tard et faire genre Hey, j'ai fait ça, puis on est genre comment t'as rentré tout ça dans 4 heures? En tout cas. Mais le point reste que la majorité des trames, on a une bonne idée de ce qui se passe de manière générale et les feedbacks, on les lit tous. Fait que ce serait quand même évident pour nous de voir s'il y aurait une vendetta qui se crée entre un PNJ quelconque puis un joueur. Fait que, en tout cas, si ça peut rassurer les gens... Ça concerne un PNJ spécifique... c'est facile d'aller voir un autre scénariste ou un autre PNJ, oui, d'aller voir plus haut. Là. Ça m'est déjà aussi arrivé ça a moins ça rapporte, mais
c'est une question, un feedback important. Si vous avez un malaise avec un joueur pour une raison X, Y, Z que vous voulez pas écrire dans le sondage, mais que vous préférez venir en parler directement à nous, ça va nous faire plaisir aussi. Faites juste le Mhm. faire après le GN. Si c'est un événement très marquant qui vous empêche de continuer votre GN, dans ce temps-là, c'est autre chose. Tu sais, vous pouvez venir nous aborder, à un moment donné, attendre à la cabane 2 secondes, le temps qu'on vienne vous parler. Parce que c'est déjà arrivé quelques fois. Puis, tu sais, si vous avez une aisance aussi avec un scénariste plutôt qu'un autre, allez le chercher. Tu sais, si c'est vraiment, vraiment une urgence, puis que vraiment ça brise votre gène, vous vous sentez pas bien, c'est correct, tu sais, on va interrompre notre roleplay pour ça, là. On est capable, là. Mhm. C'est tu sais, ça s'applique aussi aux conditions médicales, je vais appeler ça comme ça. Tu sais, si vous avez vraiment besoin, il y a une urgence, venez nous chercher, c'est pas grave. Mhm. Mais c'est ça. Fait que, parenthèse, si vous préférez parler à nous directement plutôt que de le faire par texte parce que c'est bizarre, on est bien à l'aise. J'ai un, D'habitude, on est parlable. j'ai un point connexe. Will a commencé à l'aborder, mais on n'est pas omnipotent. On voit vraiment pas tout ce qui se passe sur le terrain, autant au niveau système que roleplay de ce qui se passe. Par exemple, des choses qui pourraient nous sembler une excellente idée niveau game design, finalement ne fonctionnent pas. Si personne nous le dit, il y a juste des discussions entre joueurs, mais que jamais ça monte plus haut, on ne peut pas régler le problème activement. Donc, ces feedbacks-là vous aident à avoir un meilleur jeu activement. Il y a, par rapport à ça, là, je veux juste faire un. Je fais une pensée de quoi? On a remarqué que les gens. Souvent, on se fait parler de metagaming là, de la part de certains joueurs. On a tous remarqué que quand nous, on approche, ça l'arrête. Fait que des fois, on a de la difficulté à le corriger. Mhm. Ça compte d'un feedback, là, parce que des fois, on se fait dire, hey, là, j'ai entendu du hors-jeu en dalle toute la journée. Puis là, à chaque fois que nous, on arrive en dalle, il y en a un peu, mais genre, pas extrême. Puis le monde, ils font clairement un effort en notre présence, en sachant, genre, hey, ces gens-là, c'est des organisateurs, c'est des PNJ, ils vont nous corriger, tu sais. Puis là, dès qu'on quitte, ça recommence. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi, on n'est pas omnipotent. Puis en plus de ça, on a comme le step supérieur de pouvoir chicaner les gens. Puis là, je vais juste mentionner que chaque joueur peut chicaner des gens. Oui. OK? C'est pas vrai qu'on est les seuls qui peuvent chicaner. C'est pas vrai. Mhm. Je dis chicaner, mais tu sais, je veux dire, vous amener dans la bonne voie, là. Rappelez à Mais l'ordre. c'est ça. Mais le point, c'est que c'est ça, des fois, on voit pas ces choses-là parce que ces comportements le cessent quand on s'approche. C'est un peu Mhm. Ça arrive moins aux PNJ moins connus. Ceux qui sont là au moins souvent, etc., sont moins reconnus rapidement comme des PNJ, donc ça leur arrive moins. Donc eux, ils nous en parlent plus. Fait qu'on le sait que ça arrive, on a remarqué. Mais, Mhm. Ouais. Si on clôt le sujet, est-ce qu'on serait capable justement de dresser une liste de qu'est-ce qui ferait un bon feedback? Excellent. On a parlé, comme j'ai mentionné au début, de précision. Donc, autant que possible, mettez autant de détails que possible pour nous aider à vraiment mettre en contexte la situation. Puis si ça concerne un PNJ, ben ce PNJ-là va se souvenir de la situation aussi, most likely. Quoi d'autre qui pourrait précision être aussi dans les choses positives. Comme on a dit tantôt, là, si vous avez vraiment aimé le roleplay, si vous avez vraiment aimé le costume, si vous avez vraiment aimé l'ambiance, si vous avez aimé, je sais pas, les props. Yep. Absolument. Moi, ce que j'ajouterais, c'est j'aime beaucoup le concept des. Je vole cette idée-là de quelqu'un d'autre, je me souviens pas de qui, là, des Wish and Stars, fait que les étoiles et les vœux. Mentionnez ce que vous avez le plus aimé du GN, puis mentionnez ce que vous aimeriez voir Mhm. plus dans le futur. Vous seriez surpris à quel point, tu sais, nous, on se fait du fun à faire le GN, mais tu sais, c'est un peu. Notre job, c'est un peu de faire du wish fulfillment, là, c'est-à-dire de comme réaliser vos souhaits. Ça va pas être facile, on va pas vous le donner, puis peut-être que vous allez pas l'avoir. Mais tu sais, notre but, c'est quand même d'essayer de vous faire vivre votre fantaisie à son plein gré. Fait que si vous nous dites exactement ce que vous voulez, ça va nous aider vraiment à faire de quoi vous allez aimer. Tu sais, si tu me dis j'aime vraiment ça la poutine, ben prochain souper que je t'invite chez nous, ben, je vais faire une poutine. Ouais, c'est vraiment un excellent point. Moi, j'ai rien à ajouter. Tout est dit. Tout est dit avec la poutine. Incroyable. C'est vraiment, On est trop bon. c'est émouvant comme testament, là. C'est ça que je s'entends. Mais au prochain GN, dans le fond, j'aimerais ça que, Oh tu my sais, God. les assassins de ma famille, Ah, William, arrête. on pourra pas, on peut pas faire des quêtes pour les backgrounds qu'on reçoit le vendredi à 23h55. Ok, Ce n'est
pas possible. Hey, c'est Rappelez-moi. un sujet pour une autre fois. Non, c'était le sujet du début, les Oh my backgrounds. god! Mais on a oublié de mentionner le background de l'orphelin que sa famille a été tuée par des orques, qui a Mhm. un démon dans son épée. Qui a Mhm. grandi dans la rue. Ouais. Puis qui est Mhm. secrètement un demi-démon, demi-ange. Oh. J'avais oublié de le mentionner. S'il vous plaît, faites plus ça. On en a trop. Là, ok, j'étais pas là au début, fait que j'ai pas pu le dire. Moi, j'aime ça, les orphelins, ok? Ça peut être des bonnes raisons, pis ça peut être cool, là, ok? Sure, Hein? mais ok. Moi, le plus Je gros voulais problème pas que faire j'ai, un là, long point. puis je vais pas prendre 15 minutes là-dessus, là, mais des démons dans des armes, là, c'est tellement. C'est assez. C'est pas juste d'un point de vue Ça scénaristique. c'est dit le C'est gars qui a vraiment mis d'un un point de vue. ange dans son... Hey, Je suis piquante. c'est d'un point de vue de GN, là, on va apprendre de nos erreurs, là. Tu peux pas passer une arme à quelqu'un d'autre dans un GN s'il y a pas au moins un système qui est fait pour ça. Si t'es un joueur, puis dans ton backstory, t'écris, ok, dans mon épée, il y a un dragon de glace, puis tu pourras pas passer ton épée à quelqu'un d'autre, Mais il y a fait que quelqu'un tu qui vas va essayer de devoir la le prendre. garder avec toi. Tu sais, il est pris en toi. Si ça existe, si ton backstory fonctionne avec l'équipe d'organisation, qu'est-ce qui se passe après? Comment on peut interagir avec ça? Ben, soit Difficilement. il n'y a pas de dragon dans ton épée, ou il y a un dragon dans ton épée, puis tu vas pouvoir te faire voler ton épée. Choisis un des deux. Hmm. Ouais. Ça me fait rire parce que ça nous fait retourner vers un point du début avec la théorie du bac à sable, c'est vous pouvez inventer des choses, vous pouvez faire des ajouts puis user d'originalité, mais laissez le niveau d'influence entre nos mains. Et là, on va pouvoir en discuter ensemble de qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui l'est pas. Yes. Des dragons dans des épées, c'est du niveau de. Parlez-nous-en. Oui, Oui, absolument. Oui. On aime ça jaser. Oui. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup, en passant, là, des épées avec des dragons dedans sur le terrain. Ouais. Là, il en Des manque pas. dragons, des démons, des... Tout. Absolument. Ah, Tout Ange, ça. dragon, démon, esprit, Élémentaire, esprit. Ouais. des armes. Ouais. Des armes, ça c'est un grand classique. Céleste. Mhm, Mhm. mhm. Bien sûr. On en oublie Des sûrement. yeux? Peut-être. Chut. Pour le plus audacieux. Cool, ça fait 1h30 qu'on parle, fait que je pense qu'on va clore le premier épisode de Hors-jeu en dalle. Mhm. Pour ceux qui ont écouté, vous nous direz si vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode. Vous nous donnerez du feedback positif. Je suis désolée de mon interruption. Vas-y. Mais bon. Mais Ok, non, mais tu c'était faisais ton juste... arrivée, arrivée impromptue. J'avais juste... Oui, j'avais pas compris que c'est ça qui se passait. Écoute, c'est le fun des surprises, fait que pas de problème. Sorry. Merci encore à vous tous et potentiellement à la prochaine. Yes, à la prochaine, au revoir.